Bonjour à tous, ici Historique, et aujourd'hui on va parler du 8 et du 9 Thermidor. Avant toute chose, il me paraît important de définir ou redéfinir certaines institutions et organes révolutionnaires qui composent la France en 1794. En effet, durant cette vidéo, je vais aborder plusieurs structures politiques, militaires et judiciaires, et il ne faudrait surtout pas que vous soyez perdus. Ainsi, je vais essayer de vous expliquer le plus clairement et le plus efficacement possible les rôles et les liens de ces différentes institutions. L'organe le plus important en France à cette époque, c'est la Convention nationale. Il s'agit de l'Assemblée des députés qui sont aussi appelés représentants du peuple, qui fait et vote la loi, mais qui possède aussi les pouvoirs exécutifs, le fait de faire appliquer la loi, et judiciaires, le fait de juger les entraves à la loi. Au sein de la Convention, hormis l'Assemblée qui regroupe tous les représentants, on retrouve plusieurs comités qu'on pourrait assimiler à des ministères et qui possèdent chacun un rôle défini. Les deux comités les plus importants sont le comité de salut public et le comité de sûreté générale. Le comité de salut public s'occupe de la politique du pays, la diplomatie, la conduite de la guerre, les subsistances, la marine, la politique intérieure, et il est en lien direct avec les représentants en mission, c'est-à-dire les députés qui sont envoyés dans les départements pour gérer un problème grave ou pour sécuriser une ville importante. Le comité de sûreté générale, lui, supervise la surveillance de la population, il fait donc un travail de police, il gère les finances et il contrôle le tribunal révolutionnaire. Ce second organe, le tribunal révolutionnaire, est lui aussi majeur car il s'agit d'un organe judiciaire. Il punit les ennemis du peuple et ceux qui enfreignent la loi par une justice rapide et sévère. Dans l'imaginaire collectif, c'est donc le tribunal révolutionnaire qui guillotine les gens. Entre les deux comités, il peut y avoir des tensions car le comité de sûreté générale craint un empiètement de ses attributions et de ses missions par le comité de salut public. Mais ceci n'arrivera pas en réalité, les deux comités s'occupant, comme je vous l'ai expliqué, de domaines très différents. L'un de la politique intérieure, l'autre de la justice et des arrestations. La Convention nationale, elle est formée à partir de septembre 1792. Avec le renversement des robespierristes, on passe à ce qu'on appelle la Convention thermidorienne, les thermidoriens faisant référence au mois de Thermidor, mois de juillet, août, durant lequel Robespierre et ses amis ont été guillotinés, les thermidoriens donc étant ceux qui organisent le complot contre Robespierre, ou qui succèdent en tout cas à cette période de chute de Robespierre, eh bien la convention thermidorienne garde les mêmes institutions. À partir d'octobre 1795, un nouveau pouvoir s'organise, c'est le Directoire. Il comprend alors une assemblée qui est soumise à 5 directeurs qu'on pourrait assimiler à 5 présidents. Seulement, ce partage de pouvoir entre les députés, pouvoir législatif, et les directeurs, pouvoir exécutif, vont entraîner plusieurs coups d'État des directeurs afin d'annuler des élections ou des décisions qui ne leur plaisent pas et qui ont été prises par les députés. Mais ce réel chaos institutionnel va amener au pouvoir Napoléon Bonaparte lors de son coup d'État du 18 Brumaire, c'est-à-dire du 9 novembre 1799. Les députés sont alors entièrement soumis à Napoléon et ses collègues, Napoléon détenant un pouvoir autoritaire et quasi absolu. Après avoir parlé de l'échelon national et de l'Assemblée des députés, on trouve aussi à l'échelon intermédiaire les clubs. Un club, c'est un lieu où se rassemblent des citoyens afin d'échanger sur des questions politiques. Ils sont vastes, accueillant plusieurs centaines de personnes, et ils influent directement sur les populations locales. Le plus connu des clubs à ce moment-là est celui des Jacobins, au sein duquel Robespierre possède une grande renommée. À l'échelon local, on retrouve les municipalités, c'est-à-dire les communes, et les sociétés de sans-culottes, qui sont dites sociétés populaires. Les sans-culottes sont donc les révolutionnaires de la ville ou du village qui vont s'impliquer directement dans la vie politique locale. Au sein de Paris même, l'organisation est un peu plus complexe. Comme je vous l'ai dit, il y a déjà la Convention avec les députés, mais on retrouve aussi la Commune de Paris, le nom donné à la mairie et au conseil municipal. En plus de cette commune, se trouvent 48 sections de quartiers. Paris est divisé en 48 quartiers, chaque quartier étant un groupement de sans-culottes, et chaque section regroupant des sans-culottes en assemblée, qui gèrent la vie politique et militaire de leur quartier,
puisqu'ils ont à leur disposition des armes et une milice. Hormis le politique et le judiciaire, on retrouve aussi, avec l'organe militaire, la garde nationale. La garde nationale, c'est une milice citoyenne qui assure la sécurité et le maintien de l'ordre. Elle est aux ordres directs de la Convention et sous tutelle des communes dans lesquelles elle se trouve. Voilà, j'ai fait le tour des quelques institutions majeures que je vais évoquer durant cette vidéo. Je vous propose maintenant de plonger dans le récit officiel de la chute de Robespierre. Le 8 Thermidor an 2 de la République, 26 juillet 1794, Robespierre arrive à la Convention après plusieurs semaines d'absence pour dénoncer une conspiration qui se trame contre lui, organisée par des ennemis de la Révolution et des hommes corrompus. Pour autant, il ne cite aucun nom, faisant planer le doute d'une nouvelle épuration de députés après celle des dantonistes et des hébertistes. Tout le monde peut alors être visé par ces propos très dénonciateurs et possiblement éliminés. Plusieurs membres, visés indirectement par les propos de Robespierre, se défendent alors de leur conduite et dénoncent ce discours comme celui de trop. Robespierre ne doit plus terroriser l'Assemblée et la liberté doit être retrouvée. Plusieurs voix s'élèvent alors contre lui, critiquent sa volonté hégémonique et ses dénonciations qui sont en réalité un règlement de compte contre les députés qu'il n'apprécie pas. Le 9 Thermidor, 27 juillet, le lendemain, Saint-Just, collègue et ami très proche de Robespierre, qui ne le quitte quasiment jamais, prend la parole pour appuyer le discours de Robespierre, mais il est interrompu par Tallien, et Tallien va dénoncer la conspiration organisée par Robespierre et ses amis pour assujettir l'Assemblée, et jeter sur les députés le soupçon du crime sans pour autant nommer personne. Le député Billaud-Varenne va le suivre dans ses dénonciations et va obtenir l'arrestation de membres proches des conspirateurs, notamment Henriot, commandant général de la garde nationale de Paris, et Dumas, président du tribunal révolutionnaire. Plusieurs députés dénoncent alors Robespierre comme le chef de la conspiration qui vise à renverser la Convention. Ce dernier demande sans cesse la parole, mais on la lui refuse en lui criant « À bas le tyran !» La Convention décrète son arrestation ainsi que celle de ses amis. Libérés de prison par la Commune de Paris, proche de Robespierre, qui s'est mise en insurrection, les conjurés se rassemblent à l'Hôtel de Ville et organisent le coup d'État contre l'Assemblée. Apprenant cela, la Convention organise la riposte. Le 10 Thermidor, 28 juillet, vers 2 heures du matin, Barras et ses hommes, députés envoyés par la Convention pour arrêter Robespierre, pénètrent dans l'Hôtel de Ville. Dans la panique et le combat qui s'ensuivent, les robespierristes sont arrêtés. Lebas met fin à ses jours, Augustin Robespierre, frère de Maximilien, saute par la fenêtre et se brise la jambe, Georges Couthon est sévèrement blessé, et Maximilien a la mâchoire fracturée par un tir de fusil. Leur exécution est décrétée le matin même et ils sont guillotinés le soir, place de la Révolution. Ces journées marquent ainsi la fin de la dictature personnelle de Robespierre et ses collègues et le retour de la liberté. La terreur n'est plus à l'ordre du jour et la vie peut reprendre son cours. Voici donc le récit livré à la postérité et qui retentit encore de nos jours dans les mémoires. Ces 8, 9 et 10 Thermidor, la République a su déjouer une conspiration menée par Robespierre, dictateur du comité de salut public, tyran assoiffé de pouvoir absolu, qui tenta de renverser la Convention en dressant une liste de députés à éliminer. Il fut arrêté et mis hors d'état de nuire par les bons patriotes menés par Barras. Mais qu'en est-il réellement ? En effet, je viens de vous livrer le compte-rendu de la Convention qui possède deux faiblesses. Premièrement, ce récit est centré uniquement sur les députés, et ces informations sont donc limitées. De plus, il est subjectif puisqu'il s'agit du récit des vainqueurs, ceux qui ont triomphé de Robespierre et ses collègues. Ainsi, il me paraît important de revenir sur les différents détails de ces journées afin d'apporter la vérité et la clarté sur cette affaire. Voyons donc dans un premier temps pourquoi Robespierre était-il haï. Maximilien Robespierre a connu de nombreux ennemis et détracteurs pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il a pu être pris à partie pour ses positions politiques. Longtemps considéré comme un juste milieu, il était dans la mesure et dans la pondération. Ni trop dur ni pas assez, il est soutenu par de nombreuses personnes, notamment au club des Jacobins. Cependant, cette position anti-extrême, son rigorisme législatif et sa mise en avant de la vertu n'est pas au goût de tout le monde. Ainsi, les sans-culottes les plus acharnés vont se rallier à la figure plus dure de Hébert, les hébertistes, tandis que les citoyens les plus modérés vont se rattacher à la figure de Brissot ou de Danton, les dantonistes. De plus, l'élimination de Brissot, d'Hébert et de Danton et la survie de Robespierre
pose deux soucis. Premièrement, certains commencent à assimiler Robespierre au processus direct d'élimination de ces trois hommes, ce qui est vrai pour Hébert, mais beaucoup moins vrai pour Danton, et ils vont le haïr pour cela. Deuxièmement, Robespierre va être, après leur disparition, la dernière grande personnalité influente à la Convention, et certains vont assimiler cette position à une dictature personnelle. Son point de vue sur la religion lui a aussi apporté les foudres des déchristianisateurs. En effet, Maximilien est déiste, il croit en un Dieu, et souhaite mettre un terme à la fièvre déchristianisatrice qui touche le pays depuis plus de 4 ans, en promouvant notamment la fête de l'être suprême. Donc la reconnaissance d'un être suprême, d'un Dieu, et notamment d'un principe, l'immortalité de l'âme. Ce concept lui a été attribué à tort, pourtant il est déjà présent en 1789, puisque la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen sont signées, je cite, « sous les bons auspices de l'être suprême ». Il pense que le peuple doit être encadré par une morale supérieure, sinon il risque de tomber dans les plus grandes dérives. Et ceci va lui apporter les foudres des athées et des déchristianisateurs les plus acharnés. Enfin, son rigorisme et sa mise en avant de la vertu déplaisent à de nombreux représentants en mission, surtout les plus féroces. Tallien à Bordeaux, Carrier à Nantes, Fouché et Collot d'Herbois à Lyon. Tous répriment violemment les populations locales et sèment la terreur dans les départements. Et pour cela, Robespierre les déteste, assurant que leur action discrédite la Révolution, et eux détestent Robespierre, qui peut, de par son lien avec le comité de salut public, les faire remonter à Paris. Et c'est ce qu'il va faire d'ailleurs pour certains d'entre eux. À cela, il convient de citer la haine de certaines personnes composant les comités de sûreté générale et de salut public. D'abord, ceux qui composent le comité de sûreté générale, Vadier et Cambon surtout, car Robespierre surveille leurs actions et car ils ont une rivalité naturelle avec le comité de salut public. Les seconds du comité de salut public, Billaud-Varenne et Collot d'Herbois surtout, le détestent de par sa personnalité et les divergences politiques qu'il peut avoir avec eux. Voici donc quelques raisons qui peuvent expliquer la haine autour de Robespierre et quelques-uns de ses plus importants détracteurs. Ses ennemis vont alors commencer à préparer sa chute. Les représentants en mission disent qu'ils assassinent les populations sur ordre de Robespierre. À partir de juin 1794, ses adversaires envoient des charrettes remplies de condamnés à mort à l'échafaud en disant que c'est la volonté de Maximilien. On commence à convaincre les gens de la fausse dictature de Robespierre dans les prisons, et de fait, de plus en plus de mécontents le ciblent comme l'unique responsable de leur misère et de la situation du pays. Attardons-nous désormais sur les journées qui ont provoqué la chute de Robespierre, en commençant par le 8 Thermidor. La séance de la Convention est ouverte à 11h et présidée par Collot d'Herbois, qui est donc un détracteur de Robespierre. Après la lecture de différentes adresses faites par les localités à l'Assemblée, Maximilien prend la parole. Il dénonce alors pendant 2 heures, dans un discours plus qu'attendu, le complot qui se trame contre lui. « Il m'appelle tyran. Si je l'étais, il ramperait à mes pieds. Je l'égorgerais d'or. Je leur assurerais le droit de commettre tous les crimes et ils seraient reconnaissants. Quelle est la faction qui, depuis le commencement de la Révolution, a terrassé les factions, a fait disparaître tant de traîtres accrédités? C'est vous, c'est le peuple. Ce sont les principes. Voilà la faction à laquelle je suis voué et contre laquelle tous les crimes sont ligués. Qui suis-je, moi qu'on accuse? Un esclave de la liberté, un martyr vivant de la République, la victime autant que l'ennemi du crime. Tous les fripons m'outragent. Les actions les plus indifférentes, les plus légitimes de la part des autres, sont des crimes pour moi. Un homme est calomnié dès qu'il me le connaît. On pardonne à d'autres leurs forfaits, on me fait un crime de mon zèle. Ôtez-moi ma conscience, je suis le plus malheureux de tous les hommes. Je ne jouis pas même des droits du citoyen. Que dis-je? Il ne m'est même pas permis de remplir les devoirs d'un représentant du peuple. On s'est attaché particulièrement à faire prouver que le tribunal révolutionnaire était un tribunal de sang, créé par moi seul, et que je maîtrisais absolument pour faire égorger tous les gens de bien, et même tous les fripons, car on voulait me susciter des ennemis de tous les genres. Ce cri retentissait dans toutes les prisons. Ce plan de proscription était exécuté à la fois dans tous les départements par les commissaires de la tyrannie. Je suis fait pour combattre le crime, non pour le gouverner. Le temps n'est point arrivé où les hommes de bien peuvent servir impunément la patrie. Les défenseurs de la liberté ne seront que des proscrits tant que la horde de fripons dominera. Ces dénonciations sont vivement applaudies par les députés.
Comme à l'habitude, après de grands discours faits à la Convention, on demande à ce qu'ils soient imprimés et distribués aux députés. Seulement, le député Bourdon de l'Oise, adversaire de Robespierre, avec lequel il a eu notamment de gros différends lorsqu'il était chargé de surveiller les opérations militaires dans l'ouest de la France, demande à ce que le discours soit envoyé d'abord au Comité de salut public et de sûreté générale, afin de vérifier les possibles erreurs qu'ils contiennent. Barrère, membre du Comité de salut public, défend alors Robespierre qui s'insurge contre ce renvoi, avançant que les députés tout entiers, et non seulement les comités, sont compétents pour juger de la pertinence des accusations lancées par Robespierre. Couthon, membre du Comité de salut public et proche de Robespierre, appuie la position de Barrère et demande que ce discours soit envoyé non pas seulement aux députés, mais aussi aux armées et aux communes. Il avance. Que la France entière, que la plus petite commune, sache qu'il est ici des hommes qui ont le courage de dire la vérité tout entière. Il faut que l'on sache que la grande majorité de la Convention sait l'entendre et la prendre en considération. Depuis quelque temps, au système de calomnie contre les représentants les plus fidèles à la cause du peuple, les plus vieux serviteurs de la Révolution, on joint cette manœuvre abominable de faire circuler que quelques membres du comité de salut public cherchent à l'entraver. La discussion est alors fermée et la Convention décrète que le discours de Robespierre sera imprimé, envoyé aux députés, aux armées et aux communes. Vadier, puis Cambon, tous deux adversaires de Robespierre au comité de sûreté générale, prennent alors la parole pour répondre aux accusations de Maximilien. Vadier dénonce son traitement de l'affaire Catherine Théot, qu'il a présentée aux députés et qui est en fait une fanatique annonçant la venue d'un nouveau messie rapproché indirectement à Robespierre, Vadier étant un anti-religieux primaire. Cambon dénonce quant à lui le décret sur les viagers, présenté par lui, qui selon Robespierre n'aurait servi qu'à augmenter le nombre de pauvres. Cambon fait alors une première attaque violente et directe contre Robespierre. Il est temps de dire la vérité tout entière. Un seul homme paralysait la volonté de la Convention nationale. Cet homme est celui qui vient de faire le discours. C'est Robespierre. Robespierre lui répond. Cambon prétend que je paralyse la volonté de la Convention en matière de finances. S'il est quelque chose qui ne soit pas en mon pouvoir, c'est de paralyser la Convention, surtout en matière de finances. Jamais je ne me suis mêlé de cette partie, mais par des considérations générales sur les principes, j'ai cru apercevoir que les idées de Cambon en finance ne sont pas aussi favorables au succès de la Révolution qu'il le pense. Sans attaquer les intentions de Cambon, je persiste à dire que tel est le résultat de son décret, qu'il désole les citoyens pauvres. Cette réponse est applaudie par de nombreux députés, et la discussion devient alors assez vive. Billaud-Varenne, membre du comité de salut public, adversaire de Robespierre, prend la parole. Le jour de mettre en évidence toutes les vérités est arrivé. Plus le discours de Robespierre inculpe le comité, plus la Convention doit l'examiner scrupuleusement avant d'en décréter l'envoi aux communes. Je demande que les deux comités mettent leur conduite en évidence. Robespierre le coupe et avance qu'il n'attaque pas les comités de salut public et de sûreté générale dans leur ensemble, mais bien quelques individus qui les composent. Billaud-Varenne reprend son propos et dénonce le fait que les députés ne peuvent même pas jouir de la liberté d'opinion dans l'Assemblée, sous-entendu que Robespierre ne la permet pas. Le député Pagny, membre du comité de sûreté générale, adversaire de Robespierre, ajoute que ce dernier fait chasser du club des Jacobins qui bon lui semble. Et si Cambon commença véritablement les attaques contre Robespierre en ce 8 Thermidor, c'est bien Pagny qui lance l'accusation qui va provoquer sa chute. Je reproche à Robespierre de faire chasser des Jacobins, qui bon lui semble. Je veux qu'il n'ait pas plus d'influence qu'un autre. Je veux qu'il dise s'il a proscrit nos têtes, qu'il dise si la mienne est sur la liste qu'il a dressée. Ainsi, on accuse Robespierre d'avoir dressé une liste de députés à proscrire, preuve irréfutable de sa dictature, car il pourrait décider unilatéralement et seul du sort de tel ou tel député. Pagny demande aussi à ce que Robespierre s'explique sur le compte de Fouché, qui, comme dit plus tôt, a terrorisé Lyon de par une répression très dure quand il était en mission, et que Robespierre dénonçait fortement pour cela. Pagny est alors applaudi pour sa prise de parole. Le député Fréron continue ce mouvement de dénonciation contre Robespierre et demande de revenir sur le décret qui permet au comité d'arrêter les députés, ce qui touche à la liberté d'opinion et donne un pouvoir accru aux deux comités. Il avance. Quel est celui qui peut parler librement lorsqu'il craint d'être arrêté ? Cette proposition est appuyée par Billaud-Varenne et Pagny. Petit à petit, on dresse donc un constat. Robespierre, dictateur du comité de salut public, terrorise les députés et les membres des comités.
Il a d'ailleurs dressé une liste de proscriptions afin d'épurer la Convention des représentants qu'il n'aime pas, et il contraint les députés à être d'accord avec lui, ou à finir en prison, voire à la guillotine. Robespierre, dans la discussion bruyante et houleuse, demande la parole en disant que toutes les attaques contre lui confirment le complot qu'il est venu dénoncer. Collot d'Herbois, président de la séance, le rappelle à l'ordre. Robespierre lui répond qu'il n'a pas d'ordre à recevoir d'un président d'assassin et que même s'il avait prévu les conséquences de son discours, c'était le seul moyen de sauver la patrie. Je demande la parole. Mon opinion est indépendante. On ne tirera jamais de moi une rétractation qui n'est point de mon cœur. En jetant mon bouclier, je me suis présenté à découvert de mes ennemis. Je n'ai flatté personne, je n'ai craint personne, je n'ai calomnié personne. Pagny lui rétorque. Et Fouché? Robespierre avance qu'il a fait son discours et qu'il n'est pas là pour blanchir un tel ou un tel. Il ne donnera donc aucun nom. Plusieurs députés s'appuient sur le fait qu'il ne donnera pas de nom, et donc qu'il accuse des députés et des membres des comités d'être des ennemis de la Révolution, qui veulent sa perte et celle de la Convention, et demandent l'envoi du discours au comité pour y déceler les calomnies et les erreurs qu'il renferme. Le député Thirion avance que le discours est en faveur de l'accusation et qu'il ne sait pas comment Robespierre prétend avoir seule raison face à plusieurs personnes, c'est-à-dire face à ses ennemis qui l'attaquent. Son intervention est vivement applaudie. Robespierre dénonce ce renvoi comme le moyen de faire triompher ses ennemis. Quoi? J'aurais eu le courage de venir déposer dans le sein de la Convention des vérités que je crois nécessaires au salut de la patrie, et l'on enverrait mon discours à l'examen des membres que j'accuse. Des murmures se font alors entendre, et le député Charlier lui répond. Quand on se vante d'avoir le courage de la vertu, il faut avoir celui de la vérité. Nommez ce que vous accusez. Seulement Robespierre, malgré la demande de nombreux députés de nommer ce qu'il accuse, refuse, car cela entraverait l'impression de son discours et le projetterait dans une discussion qu'il risque de perdre face à une coalition de députés. Le problème, c'est qu'en ne nommant personne, les ennemis de Maximilien vont instrumentaliser son discours comme la volonté de s'attaquer aux institutions mêmes, l'Assemblée, les comités, alors qu'il dénonce bien quelques hommes uniquement et non pas l'Assemblée tout entière. Amar, membre du comité de sûreté générale, adversaire de Robespierre, demande que les accusations portées par Maximilien soient examinées par la Convention entière et pas seulement par les comités, et souhaite que l'on établisse si ces reproches sont relatives à la chose publique, auquel cas il doit nommer ce qu'il accuse, ou relatives à des sentiments particuliers, auquel cas il ne faut pas qu'un seul homme, au nom de la patrie et de l'Assemblée nationale, dénonce des inimitiés personnelles. Barrère propose de mettre fin à la discussion en avançant que personne n'est accusé, que si Robespierre avait suivi les opérations du comité, il aurait supprimé son discours, que ce n'est pas aux députés de répondre à ces accusations, mais que les actes pris par la Convention et les victoires des armées infirmeront le discours de Robespierre, selon lequel la République est en péril du fait de quelques hommes ambitieux qui préfèrent voir triompher leurs intérêts personnels plutôt que ceux de la Révolution. La Convention décrète finalement que le discours sera imprimé et distribué aux députés uniquement. Le soir, vers 20h, au Club des Jacobins, Robespierre prononce le même discours et est vivement applaudi et acclamé. Il dénonce alors Billaud-Varenne et Collot d'Herbois, qui finissent chassés du club au cri d'à la guillotine. Dumas, robespierriste et président du tribunal révolutionnaire, dit qu'il attend les deux hommes le lendemain pour pouvoir les juger, c'est-à-dire pour pouvoir les guillotiner. Pendant ce temps, les députés de la Plaine, c'est-à-dire les députés qui ne sont ni robespierristes ni anti-robespierristes, qui ont tendance à suivre le mouvement lors des votes et qui souhaitent la fin du gouvernement révolutionnaire, sont convaincus par les ennemis de Robespierre de se liguer contre lui. Robespierre et ses soutiens ne pouvaient compter, eux, que sur les responsables politiques qui étaient déjà proches d'eux et dont ils pouvaient tirer une grande fidélité. Saint-Just, lui, reste au comité de salut public à partir de 20h pour écrire le discours qu'il prononcera le lendemain. Dans ce même comité, autour de 2h du matin, après que Saint-Just ait fini d'écrire son discours, on convoque François Henriot, commandant de la garde nationale, Jean-Baptiste Fleuriot-Lescaut, maire de Paris, et François-Joseph Payan, agent national de la Commune de Paris, c'est-à-dire agent chargé de veiller au sein de la municipalité à l'exécution des lois, qui est un rôle donc très important. On convoque ces trois hommes car Cambon a dénoncé la volonté d'une insurrection organisée par la Commune de Paris contre la Convention. Après plusieurs heures d'interrogatoire, les robespierristes se sont finalement relâchés. Saint-Just quitte le comité à 5h du matin et promet, sur demande de Billaud-Varenne, Barrère et Collot d'Herbois, de leur lire son discours avant de le prononcer à l'Assemblée, ces derniers craignant qu'il les accuse et qu'il demande lui aussi une épuration. Passons désormais à la journée du 9 Thermidor.
La séance de la Convention est ouverte normalement à 11 heures et elle est toujours présidée par Collot d'Herbois. C'est un véritable piège qui est préparé pour Robespierre. Les tribunes dans lesquelles les citoyens pouvaient assister aux séances de l'Assemblée ont été triées pour ne laisser que des personnes qui lui sont hostiles, et la garde nationale, auparavant sous le commandement d'Henriot, est désormais dirigée par Carnot, un de ses ennemis du comité de salut public. Un peu après midi, Saint-Just prend la parole et commence à lire son discours. Je ne suis d'aucune faction. Je les combattrai toutes. Elles ne s'éteindront jamais que par les institutions qui produiront les garanties, qui poseront la borne de l'autorité et feront ployer sans retour l'orgueil humain sous le joug de la liberté publique. Le cours des choses a voulu que cette tribune aux harangues fût peut-être la roche tarpéienne pour celui qui viendrait vous dire que des membres du gouvernement ont quitté la route de la sagesse. J'ai cru que la vérité vous était due, offerte avec prudence, et qu'on ne pouvait rompre avec pudeur l'engagement pris avec sa conscience de tout oser pour le salut de la patrie. Tallien lui coupe alors la parole, sous prétexte d'un rappel à l'ordre, et avance faire entendre la vérité. Partout, on ne voit que division. Hier, un membre du gouvernement s'en est isolé, et a prononcé un discours en son nom particulier. Aujourd'hui, un autre fait la même chose. On vient encore aggraver les maux de la patrie. Je demande que le rideau soit entièrement déchiré. Cette prise de parole est vivement applaudie. Billaud-Varenne lui succède à la tribune et dit « Le moment de dire la vérité est arrivé. Je m'étonne de voir Saint-Just à la tribune après ce qui s'est passé. Il avait promis aux deux comités de leur soumettre son discours avant de le lire à la Convention, et même de le supprimer s'il leur semblait dangereux. L'Assemblée jugerait mal les événements et la position dans laquelle elle se trouve si elle se dissimulait qu'elle est entre deux égorgements. Elle périra si elle est faible. » Lebas, proche de Robespierre, voulut prendre la parole, mais on l'en empêcha. Billaud-Varenne continue à parler en racontant ce qui lui était arrivé la veille au club des Jacobins et la menace qui lui a été faite avec Collot d'Herbois par le président du tribunal révolutionnaire. Tallien reprend alors la parole et demande l'arrestation d'Henriot et de son état-major, ainsi que celle de Dumas. La Convention le décrète. Alors que Robespierre tente en vain d'obtenir la parole, qu'on lui refuse au cri de « À bas le tyran !», Saint-Just reste lui entièrement calme et muet, tout comme Couthon. Pendant 5 heures, ils sont violemment pris à partie par Collot d'Herbois, Billaud-Varenne et Tallien, ce dernier armé d'un poignard les empêchant de parler, et sont aussi pris à partie par Barère, un peu plus précautionneusement. On énumère alors les accusations portées contre Robespierre. Il est accusé d'aspirer à la tyrannie et d'avoir pour cela dressé une liste de proscription de nombreux députés. D'avoir seul pensé la loi du 22 prairial, 10 juin 1794, sur la réorganisation du tribunal révolutionnaire, loi qui supprime la défense de l'accusé et qui ne permet qu'une seule peine, la mort ou l'acquittement, loi qui est faite donc dans un but d'accélérer le rendu de la justice. On l'accuse aussi d'avoir ordonné l'arrestation de patriotes et d'en rejeter la responsabilité sur le comité de sûreté générale, d'avoir institué sous son autorité un bureau de police au sein du comité de salut public pour anéantir les mesures du comité de sûreté générale, d'avoir fait personnellement espionner des représentants du peuple et faire rapporter leurs paroles ainsi que des paroles qu'ils n'ont pas dites, d'avoir fait arrêter l'exécution du décret sur Catherine Théot, d'avoir tenté de concentrer tous les pouvoirs au sein du comité de salut public dans le but d'anéantir la Convention, d'avoir enfin abandonné son poste au comité de salut public pendant 4 décades, c'est-à-dire 40 jours. On demande de toutes parts l'arrestation de Robespierre. La Convention la décrète. Son frère Augustin demande à le suivre. Il est aussi arrêté. Dans la foulée, on décrète aussi l'arrestation de Couthon, Saint-Just, Lebas, ainsi que quelques autres robespierristes. Ils protestent fortement et sont finalement conduits par les gendarmes dans la salle de réunion du comité de sûreté générale en attendant leur envoi dans différentes prisons parisiennes. Quand ils arrivent dans la salle, il est environ 17 heures. Alors qu'ils sont emmenés, Barère présente une proclamation aux Français afin d'alerter le peuple sur le complot que les députés viennent de déjouer, déclaration qui est adoptée par la Convention. Citoyens. Au milieu des victoires les plus signalées, un danger nouveau menace la République. Il est d'autant plus grand que l'opinion est ébranlée et qu'une partie des citoyens se laisse conduire au précipice par l'ascendant de quelques représentants. Les travaux de la Convention sont stériles, le courage des armées devient nul si les citoyens français mettent en balance quelques hommes et la patrie. Des passions personnelles ont usurpé la place du bien public. Quelques chefs de la force armée semblaient menacer l'autorité nationale. Le gouvernement révolutionnaire, objet de la haine des ennemis de la France, est attaqué au milieu de nous. Les formes du pouvoir républicain touchent à leur ruine, l'aristocratie semble triompher et les royalistes sont prêts à paraître. Citoyens, voulez-vous perdre en ce jour 6 années de révolution, de sacrifice et de courage ?
Voulez-vous revenir sous le joug que vous avez brisé? Non, sans doute, la Convention ne cessera pas un instant de veiller aux droits de la liberté publique. Elle invite donc les citoyens de Paris à l'aider de leur réunion, de leur lumière et de leur patriotisme pour la conservation du dépôt précieux que le peuple français lui a confié. Qu'il veille principalement sur l'autorité militaire, toujours ambitieuse et souvent conspiratrice. La liberté n'est rien dans un pays où le militaire commande au civil. Si vous ne vous ralliez pas à la représentation nationale, les autorités constituées sont sans subordination, et les armées sans direction. Les victoires deviennent un fléau, et le peuple français est livré à toutes les fureurs des divisions intestines et à toutes les vengeances des tyrans. Entendez la voix de la patrie, au lieu de mêler vos cris à ceux des malveillants, des aristocrates, des ennemis du peuple, et la patrie sera encore une fois sauvée. La séance de la Convention est levée à 17 heures, et il est prévu qu'elle reprenne à 19 heures. Parenthèse. Avant de continuer dans le récit de cette journée, il me tient à cœur de démentir les différentes accusations portées contre Robespierre et qui vont justifier sa mise en état d'arrestation. On l'accuse premièrement d'aspirer à la tyrannie et d'avoir pour cela dressé une liste de proscription de nombreux députés. Si une liste n'existait pas dans le sens qu'on lui donne, et si Robespierre ne visait que quelques membres des comités de salut public et de sûreté générale indirectement dans son discours, il est vrai qu'on a retrouvé chez lui des listes de bons patriotes, ainsi que des listes de personnes dont la conduite le dérangeait et des personnes qu'il n'aimait pas. Pour autant, le terme de liste de proscription est ici mensonger. Cette accusation avancée par les ennemis de Robespierre a évidemment pour but de faire penser aux députés que leur tête est possiblement mise à prix, ce qui permet de les rallier au complot. On l'accuse d'avoir seul pensé la loi du 22 prairial sur la réorganisation du tribunal révolutionnaire. Cette affirmation est totalement calomnieuse et bien démontée par les historiens. En effet, tous les membres du comité de salut public étaient au courant de ce projet de loi, et pas seulement Robespierre. De plus, le comité de législation, qui a pour but de fabriquer la loi, ainsi que Dumas, président du tribunal révolutionnaire, ont activement collaboré à l'élaboration de la loi de prairial. Par ailleurs, le comité de sûreté générale n'a lui non plus pas désapprouvé cette loi. On l'accuse d'avoir ordonné l'arrestation de patriotes et d'en rejeter la responsabilité sur le comité de sûreté générale. Ici, il ne s'agit que de pures spéculations qui n'ont aucun fondement. Ces accusateurs ne prennent d'ailleurs pas la peine de citer un quelconque nom afin d'appuyer cette affirmation. On l'accuse d'avoir institué sous son autorité un bureau de police au sein du comité de salut public pour anéantir les mesures du comité de sûreté générale. Comme dit en introduction, le comité de sûreté générale s'occupe de tout ce qui touche à la police et à la justice, quand le comité de salut public touche, lui, à la politique générale. On voit donc le problème que cela peut poser en matière d'empiètement des compétences du comité de salut public sur celles du comité de sûreté générale. Pourtant, cette affirmation est fausse. Avec l'instauration de lois sociales, en février et mars 1794, qui confisquent les biens des ennemis de la Révolution, afin de les redistribuer aux patriotes les plus pauvres, le comité de salut public a en effet créé, le 16 avril, un bureau de police afin de surveiller l'application de ces lois, puisqu'elle doutait fortement de leur application par les fonctionnaires. Ce bureau de police ne prit cependant pas de décision politique et il soumit au comité de salut public et au comité de sûreté générale les affaires les plus importantes. Il n'entrava donc pas les actions du comité de sûreté générale, d'autant qu'il ne prit qu'un nombre minime de décrets comparé au comité de sûreté générale, et il refusa par exemple d'arrêter les membres du comité dénoncés par les administrateurs locaux. Enfin, le comité de salut public tout entier avait décidé de sa création et gardait la main sur ce bureau, et pas seulement Robespierre. On l'accuse aussi d'avoir fait personnellement espionner des représentants du peuple et faire rapporter leurs paroles ainsi que des paroles qu'ils n'ont pas dites. Si Robespierre tenait parfois d'étroites correspondances avec des commissaires du comité de salut public, qui lui rendaient compte du comportement des représentants en mission, comme par exemple le commissaire Marc-Antoine Julien à Nantes, qui lui rendit compte des dérives opérées par Carrier, il n'a jamais eu d'espion personnel ni de police secrète qui lui permettrait d'arrêter des citoyens sur sa seule demande. C'est l'un des arguments calomnieux avancés par ses détracteurs, qui permit d'appuyer l'idée qu'il exerçait une tyrannie personnelle, jouissant de fait d'un propre réseau d'agents de police. On l'accuse aussi d'avoir fait arrêter l'exécution du décret sur Catherine Théot. Cette affaire, Catherine Théot, elle a été montée de toutes pièces par Vadier afin de viser Robespierre et la fête de l'être suprême. En effet, comme j'ai dit précédemment, Vadier est un athée, déchristianisateur, et il n'appréciait pas le déisme de Robespierre, ni sa volonté de stopper l'action athée qui sévissait en France depuis les premières années de la Révolution, en mettant en avant la fête de l'être suprême. L'affaire Catherine Théot est présentée pour la première fois à la Convention le 15 juin, en l'absence de Robespierre, et les personnes qui y sont impliquées peuvent être directement reliées à lui dans une vaste conspiration contre la République. Catherine Théot est une prophétesse, mystique, superstitieuse, qui annonce la venue d'un nouveau messie que le comité de sûreté générale assimile à Robespierre.
L'affaire, qui exaspère énormément Maximilien, est envoyée au comité de salut public pour y être examinée, et il est décidé que Robespierre en fera un nouveau rapport. Il est donc normal que Robespierre ait mis un frein à l'exécution du décret portant sur l'arrestation et l'exécution de Catherine Théot, car cela aurait permis à Vadier de l'accuser d'être impliqué dans cette conspiration, et donc possiblement de l'arrêter. On l'accuse d'avoir tenté de concentrer tous les pouvoirs au sein du comité de salut public dans le but d'anéantir la Convention. Cet argument il est dans la suite logique de la démonstration de la dictature que Robespierre exerçait, selon ses détracteurs, sur la classe politique et sur les patriotes. Il convient de revenir sur l'adresse aux Français présentée par Barrère, car certains passages sont assez révélateurs de cette idée selon laquelle Robespierre voulait concentrer tous les pouvoirs et anéantir l'Assemblée, et ces passages vont d'ailleurs avoir une résonance prémonitoire par rapport au futur de la Révolution. Il est dit que, je cite, « Des passions personnelles ont usurpé la place du bien public ». On pointe donc le discours de Robespierre, accusateur envers des personnes qui veulent sa perte, comme un règlement de compte qui permettrait à l'incorruptible de liquider ses ennemis pour conserver une posture dominante sur l'ensemble de la classe politique. Seulement, les querelles politiques et personnelles n'ont pas cessé après la mort de Robespierre, voire elles se sont intensifiées. Et pour preuve, dans les années qui suivent, il va y avoir pas moins de 3 coups d'État, dont le dernier amène au pouvoir Napoléon Bonaparte. On ajoute « Citoyens, voulez-vous perdre en ce jour 6 années de révolution, de sacrifice, de courage. Or, à terme, ce n'est pas Robespierre qui fit ou allait faire cesser la Révolution, mais c'est bel et bien le chaos institutionnel, créé par la Convention thermidorienne, puis par le Directoire, donc par une partie de ses détracteurs, qui sera ce chaos, le marchepied d'un régime autoritaire et personnel, celui de Napoléon. Cette adresse possède cependant une phrase clé, majeure, dans la mise hors d'état de nuire de Robespierre et ses collègues. Je cite « Les travaux de la Convention sont stériles, le courage des armées devient nul si les citoyens français mettent en balance quelques hommes et la patrie. Ce 9 Thermidor, la République est donc réellement mise en danger par Robespierre et ses collègues. Il y a donc un choix à faire, sauver la République ou la laisser périr. Sauver les députés ou laisser les ambitieux gouverner, sauver l'autorité légitime et légale ou laisser un coup d'État écraser la souveraineté des Français. » On l'accuse enfin d'avoir abandonné son poste au comité de salut public pendant 4 décades. Il ne faut pas oublier, avant d'argumenter cet abandon, que Robespierre est un homme fatigué car il est malade. En effet, il souffrait probablement d'une sarcoïdose, une maladie qui provoque une fatigue continue, des problèmes ophtalmiques et des liaisons des voies respiratoires supérieures. De fait, il y a plusieurs périodes où Maximilien ne paraissait plus aux Jacobins ni à l'Assemblée, pour être précis du 18 au 27 mai 1791, puis la seconde quinzaine de novembre 1792, puis du 14 au 23 mai 1793. Il y a aussi des moments où il ne paraissait plus au comité de salut public, du 19 au 23 septembre, puis du 26 septembre au 2 octobre 1793, et du 14 février au 13 mars 1794. Ainsi, si son absence du comité pendant 4 décades peut être appuyée par sa fatigue continuelle, elle est avant tout motivée par un incident lié à l'affaire Catherine Théot. Présentant son rapport sur cette affaire le 29 juin devant les membres du comité, il est traité de dictateur. Il serait alors sorti de la salle, selon le député René Lavasseur, en disant « Sauvez la patrie sans moi ». Il convient de rappeler aussi la pression psychologique qui pèse sur Robespierre. Il a subi une tentative d'assassinat avec Collot d'Herbois 1 mois auparavant et il se sent pris au piège par ses détracteurs. Il n'a donc pu que se braquer face à une telle insulte, celle de dictateur. À partir de ce moment-là, 29 juin, il ne paraît plus aux séances du comité de salut public, ni aux séances de la Convention, recevant et signant les décrets depuis sa chambre. Ulcéré par les critiques de ses collègues. Il continue cependant de siéger ponctuellement aux Jacobins. Robespierre revient donc le 8 Thermidor, 26 juillet à la Convention, pour exposer les attaques dont ses ennemis l'accablent. De plus, je rajouterai aussi que le discours que Saint-Just devait prononcer avait un ton bien différent de celui de Robespierre, l'inverse ayant été pourtant affirmé afin de l'empêcher de parler. En effet, il accable bien les ennemis de Robespierre, citant notamment Billaud Varenne et Collot d'Herbois, mais il ne souhaite pas d'épuration. Il leur demande de s'expliquer publiquement afin que, je cite, « nous devenions plus sages ». Il demande enfin que les institutions soient modifiées afin que, je cite, « le gouvernement, sans rien perdre de son ressort révolutionnaire, ne puisse tendre à l'arbitraire, favoriser l'ambition et opprimer ou usurper la représentation nationale. » Je ferme la parenthèse. Nous étions donc rendus à la levée de la séance de la Convention à 17h. La Commune de Paris apprend à ce moment l'arrestation de Robespierre et ses collègues. Réunissant son conseil général,
elle décide de s'insurger, de fermer les portes de la ville, de sonner le tocsin pour appeler les bons citoyens aux armes, et elle interdit aux concierges des prisons parisiennes de recevoir de nouveaux détenus, empêchant donc, logiquement, l'emprisonnement de Robespierre et ses collègues. De nombreux sans-culottes se massent sur la place de Grève, l'esplanade de l'hôtel de ville, avec plusieurs canons à partir de 18h. Henriot est envoyé secourir les députés et tenta de faire irruption dans la salle du comité de sûreté générale afin de les libérer, mais il fut arrêté par des gendarmes, ligoté et placé dans la même pièce que les autres. Après avoir mangé, ils sont envoyés dans différentes prisons parisiennes vers 19h. Les concierges n'appliquant pas tous l'ordre de ne pas recevoir de nouveaux détenus, les agents de police de la commune prirent donc toutes les dispositions pour délivrer les prisonniers. Robespierre, amené à la prison du Luxembourg, voit que ses geôliers refusent de l'incarcérer et il est ramené, escorté par des hommes de la section proche de la prison, jusqu'au local de police de la commune. Cette libération n'est cependant pas la volonté de Robespierre. Il veut, lui, selon les décrets pris par la Convention, passer devant le tribunal révolutionnaire. Sans doute se rappelait-il de l'épisode où Marat, pareillement accusé par les députés, passa devant le tribunal et fut libéré. Mais surtout, on observe ici son légalisme, face à une assemblée de députés qu'il considère comme légitime et comme l'organe central de la France. Il veut être jugé. Il est alors un peu plus de 20h. Pendant ce temps, la Convention a repris sa séance à 19h. Un député, Merlin de Thionville, explique à l'Assemblée qu'en se rendant en fin d'après-midi à la Convention, il fut arrêté par Henriot et qu'il fut libéré par des soldats de la section de la Montagne, à qui Henriot avait laissé donc son prisonnier. Et que de retour à l'Assemblée, il vit ce même Henriot tenter de forcer la porte du comité de sûreté générale avec quelques hommes, puis se faire arrêter par des gendarmes. La Convention décrète qu'elle entendra alors la Commune de Paris et ses administrateurs. Tallien annonce que la Commune s'est insurgée, qu'elle a sonné le tocsin et qu'elle appelle aux armes les sections parisiennes. On annonce aussi que certains députés, s'étant rendus aux Jacobins, on leur a demandé s'ils avaient voté pour l'arrestation des conspirateurs et que, répondant oui, ils en furent violemment chassés. L'Assemblée est donc terrifiée. À l'hôtel de ville depuis sa libération, Augustin Robespierre organise la riposte avec la Commune en instaurant un comité d'exécution de 9 membres chargé de prendre les mesures nécessaires. On demande à Maximilien de composer le comité, mais ce dernier refuse de participer à la direction de l'insurrection, quand bien même il conseille à la Commune de fermer les portes ou de faire arrêter les membres des comités qui se sont ligués contre lui et qui dirigent désormais les députés. Vers 20h, il y a environ 3000 sans-culottes rassemblés sur la place de Grève avec une trentaine de canons. À 21h, plusieurs gendarmes et canonniers sont envoyés pour délivrer Henriot, resté au comité de sûreté générale. Ils entourent la Convention et mettent en fuite les membres des 2 comités de salut public et de sûreté générale, alors qu'ils réussissent à libérer Henriot et à entraîner avec eux tous les soldats qui protégeaient les députés. Mais là, ils font l'erreur de ne pas prendre en otage les membres des comités qu'ils auraient pu utiliser afin de faire pression sur la Convention, ou tout simplement de marcher sur l'Assemblée qui était alors démunie de toute défense, et se borne à ramener simplement Henriot à la Commune. Cette erreur leur sera grandement préjudiciable. Vers 22h30, le comité d'exécution insiste pour que Robespierre rejoigne l'hôtel de ville afin de lui donner ses conseils. Ce dernier accepte finalement et se dirige donc vers l'hôtel de ville entre 22h30 et 23h, rejoint par la suite, entre 23h et minuit, par Saint-Just, Couthon et Lebas. Pendant ce temps, à la Convention, les députés se ressaisissent. Ils adoptent alors plusieurs décrets majeurs. On met hors la loi, c'est-à-dire que la personne peut être exécutée sans procès, Henriot, Fleuriot Lescot et tous les membres du Conseil général qui se sont mis en rébellion, ainsi que Robespierre et ses collègues. On invite les sections de Paris à rejoindre la Convention et on leur défend d'obéir aux ordres de la municipalité insurgée. On avance que seule l'Assemblée peut diriger les autorités constituées et la force publique. Enfin, on charge le député Barras et plusieurs autres représentants de prendre le commandement général de la force armée pour mener une opération contre l'hôtel de ville et pour préserver la liberté publique. Au fur et à mesure, 27 délégations des différentes sections parisiennes viennent devant les députés pour leur assurer leur fidélité à la République, leur fidélité à l'Assemblée, promettant de protéger coûte que coûte les représentants du peuple et de ne pas joindre la Commune ni d'obéir à ses ordres. Passons désormais à la journée du 10 Thermidor. Après minuit, le député Thirion met en avant que la volonté du peuple, la volonté des sections, va à l'encontre de celle des robespierristes retranchés à la Commune et fait décréter l'arrestation de Vivier, président du club des Jacobins. Ce décret est applaudi. Par la suite, 6 nouvelles sections font parvenir des délégations qui réaffirment à la Convention leur fidélité et le fait qu'elles défendront les députés jusqu'à la dernière goutte de leur sang.
Il faut comprendre que depuis 18 heures, les sans-culottes qui se sont rassemblés devant l'hôtel de ville s'impatientent face à l'absence d'instruction de la commune. Intimidés par la mise hors la loi des robespierristes et travaillés par les agents de la Convention, ils rejoignent alors petit à petit les députés. Vers 1 heure du matin, Robespierre et Couthon se résignent à rédiger un appel aux armées. Mais les ordres de la commune ne suivent pas et ils ne sont inscrits que dans le procès-verbal du conseil exécutif. C'est-à-dire qu'on ne prend même pas le temps de les transmettre sur des feuilles à part aux sans-culottes. Et les Jacobins prennent eux aussi des mesures, mais qui ne sont par conséquent pas exécutées. Il faut comprendre qu'à ce moment-là, la ville est dans un sentiment d'alarme. Les marchands qui n'ont pas eu le temps de quitter la ville, car les portes ont été fermées, s'ajoutent dans la rue au mouvement d'hommes, de canons et de soldats. On choisit alors entre la commune et la Convention selon ces cercles d'amitié. La confusion est générale et les différents politiques s'effacent pour un ultimatum décisif. La Convention, désormais à la tête de 6 à 10 000 hommes, prépare l'assaut final, alors que la place de Grève se vide de plus en plus et que les robespierristes ne peuvent plus compter sur le peuple. Aux environs de 2 heures du matin, un détachement mené par le député Léonard Bourdon, puis un détachement mené par Barras, réussissent à pénétrer sans difficulté dans l'hôtel de ville, puisqu'un aide de camp de Henriot leur a donné le mot de passe permettant d'entrer dans le bâtiment. Ils investissent alors la salle du conseil général où étaient réunis les robespierristes, et l'échauffourée qui s'ensuit est terrible. Lebas se suicide d'une balle dans la tête, Robespierre a la mâchoire arrachée par un tir de pistolet, on ne sait pas s'il s'agit d'une tentative de suicide, d'une blessure lors d'un combat ou d'un tir du gendarme Merda. Son frère Augustin a sauté par la fenêtre, désespéré, et s'est cassé la jambe, et Couthon est gravement blessé à la tête, puisqu'il est tombé de sa chaise roulante dans les escaliers de la commune. Saint-Just, lui, reste impassible, comme il l'a été toute la journée, et se laisse emmener calmement. Au total, 22 prisonniers sont faits. Robespierre est envoyé dans les locaux du comité de salut public le premier, sur un brancard, puis déposé sur une table. Il va passer alors la fin de sa nuit et le début de sa matinée à cracher du sang et à éponger sa plaie pendant que plusieurs citoyens présents à ses côtés l'insultent. Pendant ce temps, la Convention célèbre la chute du tyran et des conspirateurs. Plusieurs sections, arrivées après 2 heures du matin, jurent encore fidélité aux députés. On annonce aussi qu'on a tenté d'arrêter Vivier, mais que ce dernier, ainsi que tous les membres du club des Jacobins, ont réussi à prendre la fuite. Il va cependant être rattrapé dans la matinée. Saint-Just, Couthon, Augustin Robespierre, Dumas et le cadavre de Lebas rejoignent Robespierre vers 9 heures du matin au comité de salut public. Ils sont ensuite emmenés à la conciergerie, qui est la prison qui sert d'attente au jugement des accusés. À partir de 13 heures, ils passent devant le tribunal révolutionnaire, tandis que Barère présente un rapport sur la conspiration de Robespierre et ses complices. Étant donné qu'ils ont été mis hors la loi, le président du tribunal constate simplement leur identité et les envoie à la guillotine. Vers 16 heures, ils sont placés dans 3 charrettes pour être conduits à l'échafaud. Sur la route qui les mène à la place de la Révolution, actuelle place de la Concorde où avaient été guillotinés Louis XVI, Danton et Hébert, les robespierristes sont couverts d'injures. L'exécution commence. Henriot, Couthon puis Saint-Just sont les premiers exécutés. Augustin Robespierre, Payan, Vivier, Dumas et le cadavre de Lebas suivirent. Robespierre passe en avant-dernier sur le billot. Lorsqu'on enlève le linge qui maintient sa mâchoire, il pousse un grand cri. Quand sa tête tombe sous le couperet, on la montre au peuple qui applaudit vivement. Fleury-Lescaut, encore maire de Paris quelques heures auparavant, est le dernier à être exécuté. Si lors des exécutions de la reine et du roi, ces derniers étaient calmes, et si lors de l'exécution de Danton et de ses amis, ces derniers montèrent à l'échafaud en chantant la Marseillaise, c'est bien un spectacle effroyable et horrifique qui s'offre aux spectateurs en ce 10 Thermidor. Défigurés pour certains, morts ou gravement blessés pour d'autres, les robespierristes font peine à voir et finissent leur vie dans l'ignominie, à l'exception de Saint-Just. Leurs têtes et leurs troncs sont transportés au parc Monceau, à l'époque cimetière des Errancis, où ont fini de nombreux condamnés à mort, et sont jetés dans une fosse commune recouverte de chaux. Ces journées marquent d'abord une grosse épuration. En effet, le lendemain de l'exécution de Maximilien et de ses soutiens, les thermidoriens vont guillotiner 71 personnes, membres de la commune ou hommes accusés d'être proches de Robespierre. Ils vont encore guillotiner 12 autres personnes dans les jours qui suivent. Et il s'agit là de la plus grande épuration politique depuis la Révolution. Ces journées marquent la fin de la Révolution française égalitaire et démocratique qui a commencé en 1789. En effet, les thermidoriens, après avoir tenté de conserver la convention qui dirigeait la France depuis septembre 92, vont instaurer un régime où 5 directeurs obtiennent le pouvoir exécutif et peuvent contraindre les députés.
Ce régime du Directoire étant un échec cuisant, il va propulser au pouvoir Napoléon Bonaparte, militaire qui a fait ses preuves sur plusieurs fronts et qui va mettre en place par son coup d'État de 18 Brumaire, 9 novembre 1799, des régimes autoritaires où il possède le pouvoir exécutif et où une assemblée de députés est entièrement soumise à lui. Ainsi, la souveraineté nationale, c'est-à-dire le fait que le peuple puisse voter pour des représentants qui décident de la politique de la nation, principe mis en avant depuis 1789 et base de la Révolution, est largement effacée sous des régimes politiques où 5 hommes, puis un seul, peuvent museler les députés et décider comme bon leur semble de la politique du pays. Encore plus paradoxal, ce sont les ennemis de Robespierre qui l'ont renversé le 9 Thermidor, sous prétexte qu'il aspirait à la dictature, qui vont mettre en place ces régimes politiques, qui pourtant vont amener une pratique du pouvoir quasi absolu de quelques hommes contre l'Assemblée. Michelet, dans son Histoire de la Révolution française, évoque une anecdote qui présente bien la fin de la Révolution commencée en 1789. Un homme venu aider Robespierre dans la matinée du 10 Thermidor se serait vu répondre « Je vous remercie, monsieur ». Pour comprendre l'impact de la réponse donnée par Robespierre, il faut préciser que par souci d'égalité, les titres de privilège et les mots qui rappelaient ces titres, dont les termes monsieur et madame, ont été interdits pour ne laisser que les mots citoyen et citoyenne. Michelet ajoute « Ce retour inattendu au langage du vieux passé fut-il instinctif chez l'homme qui en avait gardé les formes, ou bien crut-il la Révolution finie avec lui ? Les 5 grandes années, 1789-1794, comme un rêve, disparurent-elles de son esprit, biffées, vaines, évanouies ? Par une prévention de mourant, il eut comme un sens amer de la réaction qui venait, et crut qu'à partir de ce jour, on ne pouvait plus dire citoyen. En somme, dans un jeu politique complexe, Robespierre a tenté de dénoncer une conspiration de ses ennemis contre lui, mais ces derniers l'ont acculé avec le principe d'une liste dressée contre les députés de la Convention, dont il n'existe, comme je l'ai dit, aucune archive. Ce prétexte de la liste a fait que les représentants qui lui étaient hostiles et les députés dits de la plaine, qui ne lui étaient pas forcément hostiles, mais qui se sentaient menacés, vont se rallier aux ennemis de Robespierre pour provoquer sa chute. Si l'on devait relever les erreurs qu'a commises Maximilien et ses collègues, il faudrait retenir le fait qu'il refusa de donner des noms précis alors que les députés l'auraient certainement suivi pour voter l'arrestation de ceux qu'il dénonçait. Le fait que les membres de la commune envoyés pour libérer Henriot n'aient pas tenté ni de prendre en otage les membres des comités qu'ils avaient mis en fuite, ni de marcher sur la Convention qui n'avait alors aucune défense. On peut relever ici comme erreur le fait que la commune insurgée ne donna aucun ordre aux sans-culottes réunis sur le parvis de l'hôtel de ville, enfin que Robespierre, Saint-Just et Couthon refusèrent d'organiser activement l'insurrection avant 1h du matin. Par la suite, avec un tour de passe-passe, on invente un système de la terreur avec un grand T majuscule, qui aurait été mis en place par Robespierre durant sa dictature afin de terroriser tous les Français, même les bons révolutionnaires, et d'envoyer à la guillotine tous ceux qui ne l'appréciaient pas. Il devient alors Robespierre un bouc émissaire. Les hommes qui ont du sang sur les mains de par leurs excès et abus envers les populations dans les départements, ou tout simplement les personnes qui ont voté les lois extraordinaires entre 1793 et 1794, lorsque la patrie était en danger, tous vont se décharger de leurs responsabilités sur Robespierre. Ils disent « Nous ne faisions que sa volonté, il nous a forcés à voter ces textes, nous étions sous sa coupe, nous ne pouvons rien faire d'autre. » En bref, mis à part Maximilien et ses collègues, aucun homme n'avait de responsabilité personnelle dans les actions, les votes et la contribution à la lutte contre les différents dangers intérieurs qui menaçaient la République. D'une période plombée par la peur, la terreur et la défiance ambiante, les thermidoriens se portent garants d'une période de jouissance et de liberté retrouvée. Pour autant, les régimes qui suivront continueront les pratiques initiées lors des années 1793-1794, voire en institueront de nouvelles qui sont tout autant liberticides. On continue à faire tourner la guillotine, à réprimer les mouvements populaires, à déporter les prêtres et à détruire les églises. Mais ça, c'est pour une autre vidéo. Je terminerai par citer les remords de Billaud-Varenne, qui, bien que principal organisateur de l'arrestation, du procès et de l'exécution de Danton, alors que Robespierre était d'abord contre, puis accusateur de Robespierre en ce 9 Thermidor, résume ce que j'ai voulu exprimer dans cette vidéo quant aux conséquences de ces journées et du complot contre Maximilien. Oui, c'est au 14 Germinal, date de la condamnation de Danton, et au 9 Thermidor,
que les patriotes ont fait les deux fautes qui ont tout perdu. Je reste avec la conviction intime qu'il n'y avait pas de 18 Brumaire possible si Danton, Robespierre et Camille fussent restés unis au pied de la tribune. Camille faisant ici référence à Camille Desmoulins, proche de Danton et de Robespierre, qui fut guillotiné avec les dantonistes. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a surtout intéressé malgré sa longueur et sa complexité apparente. Il est vrai qu'il m'a été difficile de résumer ces 3 journées dans lesquelles il se passe de nombreux événements, dans lesquels j'évoque de nombreuses structures, dans lesquelles se combattent de nombreuses personnalités. J'espère avoir été le plus clair possible. Si cependant il y a quelques questions que vous souhaitez me mettre en commentaire, des choses qui n'ont pas été très claires ou que vous souhaitiez approfondir, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonsoir.